Bonsoir à tous, bienvenue sur Anka, la chaîne où on parle du destin, de l'amour et de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois un grand frère, un invité spécial, une star dans le domaine du tourisme et de la randonnée au Cameroun. Donc, pour tous ceux qui s'y connaissent un peu, je crois que vous allez le reconnaître. Mais je vais d'abord lui donner la parole pour qu'il se présente, qu'il nous dise qui il est, ce qu'il fait dans la vie, qu'il dise un peu, qu'il donne un bref aperçu pour ceux qui ne le connaissent pas de qui il est et de comment il va. Bonjour Karim. Bonjour Amel. Moi c'est Abdul Karim, dit chapeau de paille, dit Aka, dit le vagabond de voyage. Et tous ces surnoms, c'est pour nommer un passionné de voyage, un passionné d'aventure, un amoureux de la nature. Tous ces noms, c'est pour nommer cette personne-là, c'est un être qui aime ces choses-là. Pour moi, je vais bien et je suis en aventure. Une fois de plus, à travers ton émission, c'est une nouvelle aventure et je crois qu'on va se plaire dans cet échange-là. Oh, merci Karim. C'est vrai que nous on t'appelle chapeau de paille. Et on sait pourquoi. Donc, ben, vraiment, moi je te dis d'abord merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a bousculé pour avoir du chrono. Mais j'aimerais d'abord savoir, moi c'est la première question, c'est la première question que moi je t'ai toujours posée. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce domaine-là? Quelque chose que c'est pas commun, quoi. Les parents aujourd'hui veulent que les enfants fassent médecine, ingénieur, avocat, tout ça. Toi, tu fais comment pour devenir guide touristique? Du coup, je n'ai pas envie de dire je tombe dedans comme l'autre de la face. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, je crois que c'est le destin. Hein. C'est le destin parce que j'ai dû sacrifier beaucoup de choses et je ne sais pas pourquoi j'ai sacrifié. Je crois que ça doit être peut-être un programme qu'on a installé dans moi. Parce que ce n'est que comme ça que je peux expliquer ça. À la base, moi, je fais des études d'électrotechnique. J'ai fait F3 à l'école. Le rêve de mes parents, c'était que je sois ingénieur. Donc, tu vois, d'ingénieur électrotechnicien à guide touristique, organisateur de voyages professionnels dans le domaine du tourisme. Là, les cas, il n'y a rien qui lie les deux. Donc, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. C'est que j'aime le voyage et je me retrouve dedans parce que moi, je grandis à la briqueterie et j'ai plein d'amis qui sont des gars bamileke. Chaque fois qu'il y avait des, je n'allais pas parce que je voulais trop les assister. J'allais parce que je devais voyager gratuitement. Je découvre l'Ouest comme ça, je découvre la Leke parce que j'ai aussi les amis étonnés. Je découvre la Leke comme ça. Et chaque fois qu'il y avait maintenant des au quartier, j'étais toujours là. J'étais prêt à porter le cercueil. Parce qu'il fallait que je voyage, tu vois. C'est comme ça que la passion naît. Et dans les années 2007-2008, aussi le destin faisant parce que je ne veux pas dire que j'étais désordonné, je n'étais pas désordonné, mais Dieu a voulu que je fasse au moins 6 établissements scolaires. 6? Oui, dans 4 villes différentes. Mince. Donc je fais le lycée technique je fais le CETIC d'Ensama Yaoundé, je fais le lycée technique d'Abomban. Je fais le lycée technique d'Akonolinga, je fais le lycée technique d'Mbalmayo. Je reviens à Yaoundé et tu vois, donc la nature faisant. Tu es un enfant désordonné ou bien c'est que. On me renvoyait souvent. Je ne sais pas trop pourquoi on me renvoyait. Mais je n'étais pas désordonné. Mes camarades vont te dire je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, j'ai des camarades de classe qui, si tu le dis, je suis désolé, ils ne vont pas croire. Je ne dérangeais pas, mais j'arrivais pas à. J'avais un problème avec l'ordre établi. Je crois que je l'ai encore. D'où. Et seulement là, tu fais la relation avec le voyage. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, je refuse d'être dans. Parce qu'il faut ça pour être un aventurier. Il faut ça. Donc, je ne peux pas expliquer comment je me suis retrouvé là. J'aime l'inconnu, j'aime l'aventure et je n'acceptais pas d'être enfermé. J'ai toujours un problème, même à l'école, je crois que c'est ça le gros problème que j'ai avec l'école.
Être assis pendant 9 heures enfermé, c'était un gros problème pour moi de suivre les autres. Pourtant, j'étais un élève très brillant. Aujourd'hui, encore mes tableaux d'honneur chez moi. Tableau d'honneur au lycée. C'est pas le genre de parler que j'étais premier là. J'ai les preuves. C'est la preuve. J'ai les preuves. Et mes camarades de classe, s'ils voient la vidéo, vont témoigner. J'étais pas un mauvais élève. J'étais toujours. Qu'est-ce qui s'est donc. Enfin, quel a été, en dehors du fait que bon, tu as dit que tu aimais les événements au quartier, les deuils, tout ça qui te permettait de pouvoir voyager gratuitement, comme tu dis, et d'embrasser l'amour, de réaliser cette passion pour le voyage. Mais qu'est-ce qui a été, puisque tu m'as dit que tu partais à l'école, tu faisais tes cours, on voulait que tu sois face au froid, électrotechnicien et tout. Mais à quel moment le déclic s'est produit? Tu t'es dit, bon voilà, stop, je me lance dans ça. Et comment est-ce que tu t'es formé dans ça? Le déclic, je pense, c'est la mort de ma maman, qui est un événement tragique et malheureux, mais qui, j'ai envie de dire que c'était la seule personne qui me canalisait et pour qui j'avais envie de faire des efforts. Parce que, comme je l'ai dit, je ne comprenais pas pourquoi il fallait que j'aille m'asseoir pendant 8 heures quelque part enfermé, il fallait suivre des règles, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Mais elle aimait ça, alors je faisais ça pour elle. Et à sa mort, je crois que j'avais l'impression qu'on m'avait coupé cette chaîne qui me bloquait et j'avais la possibilité de faire tout ce que je voulais. Parce que c'était la seule personne qui me maintenait, qui me contrôlait. Alors, quand ma maman décède, déjà, je n'étais pas dans la ville. j'étais ailleurs, je vais garder le nom de là où j'étais. Et je reviens assister à l'enterrement de la maman. Et je crois que je ne me suis plus jamais arrêté. Je suis parti, je ne me suis jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêté. Je crois que c'est la personne qui me maintenait sur place parce que je faisais les efforts pour elle. Et quand elle n'était pas là, j'avais plus la motivation. Oui, j'avais pas la motivation de faire les efforts, j'avais plus la motivation, rien ne me maintenait sur place et j'étais libre. Je crois que c'est ça qui me donne maintenant. Est-ce que c'est ça qui me fait voyager? Je ne sais pas. Comme je te dis, je ne peux pas expliquer. J'aime ce que je fais, je me suis retrouvé dedans. Maintenant, comment je me forme? La formation part du fait que quand Internet arrive dans les années 2009-2010, Facebook. Parce qu'Internet était là avant, on payait les cybercafés, oui. Quand Facebook arrive, moi je commence à faire mes voyages seul. Comme je te dis, j'étais libre, je n'avais plus rien, je n'avais pas d'attache. Pas d'attache, rien. Je commence à faire des photos de mes voyages que je mets sur les réseaux. On me parle d'une route à Car, j'y vais, je fais les photos. À l'époque, j'avais pu acheter un iPad. On était peut-être 3 ou 2 au Cameroun à la fois. Les gens peuvent vérifier. Un iPad. Alors je faisais de très belles photos avec ça, filmait très bien. C'est les premiers appareils iPhone qui arrivaient, oui. J'avais le iPad 2. Et ça ne prenait pas la SIM. Il y avait le 2 qui prenait la SIM, la mienne ne prenait pas. Alors je faisais les photos, j'avais mon Facebook. Déjà préinstallé. Je publiais. Et c'est comme ça que les gens me demandaient c'est où. Involontairement, je me suis mis à dire oui, c'est à Carso, vous voulez, allons-y. C'est à Malmao, si vous voulez, allons-y. C'est à machin. Je me suis retrouvé en train d'accompagner les gens à aller voir les sites que j'avais publiés. Et parmi les visiteurs qui venaient, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu es guide, est-ce que tu as un agrément avec ça? Je ne savais pas que ça existait au Cameroun, qu'il fallait des documents. Et c'est comme ça que je décide de me former. Puisque j'aime la chose et que je vois où c'est en train d'aller. Oui, je me rapproche du ministère du Tourisme. Je crois que c'était un peu plus tôt quand même, c'est pas 2010. Donc c'est 2007, 2008 que je commençais à me former, des agréments et tout. Et en 2011, 2012, on crée au ministère du Tourisme, je crois sous le contrôle de tous les acteurs du tourisme, on crée ce qu'on appelle la direction du développement de loisirs. La première directrice s'appelle Madame Bomba Elise. Elle est encore vivante. Et tout le personnel du ministère pour te voir, elle était la toute première directrice du développement de loisirs. On avait pour objectif de développer le loisir et les activités de grands groupes au Cameroun. Et j'ai la chance d'être la première promotion d'encadreurs formés.
formation comme telle 2013, 2012, 2013, je crois bien, la promotion 2012, la toute première promotion, nous étions 30 au Cameroun à être formés. J'ai la chance de faire partie de cette formation. Et la formation durait combien de temps? Je ne sais plus moi. Mais après ça, Madame Bomba, je ne sais pas pourquoi, moi je suis musulman, elle m'envoie me former. Il y avait une délégation de prêtres, pierristes à Cité-Verte qui arrive. Elle me dit, va te former. Puisque tu aimes la chose, va te former là-bas. Je dis, moi je suis musulman, elle m'envoie me former dans une église. Si elle voit la vidéo un jour, je ne sais pas, Madame Bomba, c'est grâce à vous. Je suis allé me faire former par des prêtres qui étaient professionnels dans l'encadrement des grands groupes. Ils faisaient des activités avec les jeunes dans les paroisses. Je crois qu'aujourd'hui encore ça se fait. Oui, ça se fait. Oui, ils encadraient des grands groupes, les animations dans la soirée, comment organiser une excursion, une randonnée et tout, comment disposer les gens dans le bus, comment... Les techniques, vraiment, c'était pratique, c'était palpable. Je crois que la formation, je fais, c'est pas moi, 1 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus. Et chaque jour, elle appelait le père en chef, Justine, pour demander à Père Justine, Karim vient. Et il me dit, mais la maman là, pourquoi elle te surveille comme ça? Et en 2013, quand le ministère du Tourisme lance la première colonie de vacances avec hébergement, et Bolova 2013, ça s'est passé à l'école Bono, je pense bien, si je crois je parle le nom. On lui demande 3 guides au Cameroun. Elle m'a pris dans les 3. C'est ma première activité professionnelle que j'organise. C'était la colonie de vacances et Bolova qui regroupait des pré-ados et des ados de 11 ans à 17 ans. Je n'oublie pas. Avec Maï Michel, Justin Bandi et Tatiana. Tata Tatiana. Donc nous étions 3. Nous avons en charge 50 enfants. C'était mon premier challenge. Et c'était une expérience magnifique. Et je dis merci à tous ces gens-là parce que tous m'ont formé. Monsieur Justin, c'est un prêtre qui a pris tout son temps pour m'apprendre les rouages du métier. Professionnel dans l'encadrement, la psychologie de l'enfant, la psychologie des grandes personnes. Monsieur Michel Maï était professionnel dans les ateliers, l'organisation des activités de plein air. Tatiana, très fort dans l'animation. Donc chacun à son niveau, t'as apporté quelque chose. Chacun à son niveau m'a pris sous son aile, m'a formé pendant une période, m'a passé à l'autre, m'a formé, m'a passé à l'autre, m'a formé. Du coup, je crois que je sors de là. Nous faisons 3 ans ensemble. 2013, on fait Ebolova, on fait Ngaoundéré 2013. Deuxième colonie, c'était Ngaoundéré 2013. On est ensemble, la même équipe. 2014, 2015. 2015, il y a un groupe de Français qui viennent au Cameroun pour former des jeunes dans le domaine des activités de loisirs via une association qu'on appelle Valeurs d'Afrique. Le promoteur s'appelle Alain Kenfak, dédicace aussi à lui parce qu'il faut reconnaître les gens qui vous ont aidé. Et là, je suis découragé. Je suis découragé parce que j'ai été formé. Ce qui était étatique était facile. L'État organisait des activités, il prenait les élèves dans les établissements et nous, on allait accompagner. C'était étatique, c'était facile. Je ne faisais pas d'efforts pour avoir les participants. Hormis ça, et les colonies, c'était pendant les vacances. Donc, ça durait 2-3 mois. Les 8 ou 9 autres mois, j'essayais de maintenant rendre ce que j'ai appris, essayer de gagner ma vie avec, essayer de créer des circuits, des machins. C'est difficile de vendre. Très difficile. Je n'arrivais pas à réaliser mes rêves. La famille avait mis des sous pour que j'aille faire des études. Je ne les avais pas fait. J'avais dit que je voulais faire dans le tourisme. Je n'arrivais pas à payer mon loyer, rien. C'est de la période où vraiment je baissais les bras. Et madame Bomba me dit, il y a un groupe de Français qui viennent là pour une formation. Vas-y, va former. J'étais logé, nourri gratuitement. Alors je suis allé. C'était à Tchang. rien à perdre. C'était à Tchang. C'était à Tchang. On appelait le CELAC, Salon des activités de loisirs. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je m'en vais au CELAC et je rencontre des personnes magnifiques. Des bénévoles français magnifiques. Madame Betty Ruffin, père son âme, monsieur, comment j'ai appelé son nom, la marche nordique à tout santé, monsieur Girard Barnabé. Et plein d'autres qui n'ont pas un esprit, ils avaient un esprit de partage que j'ai rarement vu.
il y a des gens qui vont dans la vie, ils sont censés vous transmettre, mais ils font de la rétention d'informations. Mais ces gens avaient un amour de partager et de donner le savoir. Ils nous ont abreuvés à un point où ils sont venus 2 années successives et après ça, nous, on est passé formateurs. Parce que tu vois, on a fait 3 ans formation au Cameroun, 2 ans formés par des Français. Et quand ils sont partis, nous, on est restés formés. Donc, tu es devenu un formateur. Formateur pendant 3 ans ou 4 ans aussi. Je forme beaucoup de personnes dans le domaine du tourisme me connaissent parce qu'ils ont été formés par moi. Ouais, beaucoup de gens m'appellent Tonton Karim. Oui, c'est pas parce que je suis vieux. L'autre là, je confirme. Voilà. Une légende dans le domaine. Voilà. Partout où on va dans les hôtels, tu peux témoigner. Oui. C'est pas parce que je suis vieux ou plus vieux que, c'est juste parce que je suis vieux, c'est vrai. Mais c'est parce que dans notre domaine, tu ne peux pas appeler ton formateur par son nom. Quand quelqu'un t'a encadré, dans le domaine, on l'appelle ton tonton. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens m'appellent tonton. Oui, surtout que dans notre domaine, il y a beaucoup de familiarité. C'est pas trop formel. C'est pas formel. Donc voici comment je me forme dans le domaine du tourisme. Et Dieu merci, les choses commencent à bien aller et jusqu'aujourd'hui, on est dedans. Ok. Mais moi, je voudrais savoir, toi, tu es passé par des circuits, des camps de formation. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un canevas ou bien un cursus que quelqu'un qui est aussi passionné d'aventure comme toi ou de voyage peut suivre pour devenir un guide, pourquoi pas un promoteur aussi? Aujourd'hui, il y a les écoles. Même pas aujourd'hui, il y a toujours eu des écoles en fait. Ah bon? Le tourisme, c'est une filière. Il y a l'université de Ngaoundéré qui forme en tourisme. Aujourd'hui, il y a les écoles privées qui forment en tourisme. Comme lesquelles, par exemple? Si quelqu'un comme le dit à l'université de Ngaoundéré, qui forment en tourisme. Je ne connais pas très bien les établissements privés qui ont option tourisme, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous sommes formés dans le tas. On n'a pas fait les écoles conventionnelles pour être formés. On était formés dans le tas. Beaucoup de terrains, beaucoup de chances, beaucoup de rencontres qui nous ont permis de former. Mais il y a des circuits. Mais est-ce qu'à la fin, est-ce qu'il y a un concours pour être guide ou plus c'est juste que à la fin de ta formation, on te donne un diplôme, tu deviens guide? Ou bien c'est parce que le ministère organise un concours ou bien un truc qui permet de te donner. Quand tu fais l'université de Ngaoundéré, l'université de l'école de tourisme de Ngaoundéré, c'est l'université de tourisme de Ngaoundéré, tu ressors avec des diplômes. Et dans tes certifications, il y a l'option guide touristique. Donc le ministère du Tourisme donne on appelle ça des agréments de guide touristique. Et maintenant, si tu es sur le terrain et que tu as vraiment fait, que tu prouves que tu es sur le terrain et que tu as des activités, tu as fait beaucoup d'activités, on peut te donner aussi un agrément. C'est comme dans le journalisme, tu as exercé longtemps et qu'il y a des preuves que tu as exercé longtemps. Oui, on peut te donner un agrément. Mais tout est très bien encadré. Le ministère du Tourisme est très bien encadré. Tu ne peux pas te lever un matin, venir dire que tu vas être guide. Il y a un agrément, tu soumets un dossier, il y a une commission qui siège. Le président de la commission, c'est M. Simon, que je salue. Il y a une commission qui siège avec les personnels du ministère. On étudie ton dossier. Ça prend beaucoup de temps. On veut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as déjà fait, est-ce que tu mérites et tout ça. Il y a une étude de dossier. C'est pas comme ça qu'on devient guide. Bon, continue un peu avec ton parcours. Comment on quitte du guide, après on arrive au formateur et maintenant on a Jabama? Oui. Pourquoi chapeau de paille d'abord? Je vais commencer par là. Parce que dans tout ça. En dehors, il fallait que tu portes un chapeau de paille, effectivement. Oui. Pourquoi je porte un chapeau de paille? Dans tout ça, pendant tout le parcours, ça, je vous ai raconté les belles parties, les success stories, on raconte que ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien. Oui, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que après avoir refusé de continuer avec le supérieur dans le domaine de l'électrotechnique, et le décès de la maman, moi je quitte la maison. Je laisse tout la maison du papa. Je fugue quoi? Oui, pas fuguer, je pars. Je pars suivre mon rêve. Je prends un loyer.
Tu t'imagines, j'arrive pas à payer parce que ça ne tourne pas. Et je suis fan de manga. Et un manga qu'on appelle Luffy. One Piece. Oui, le chapeau de paille. One Piece, Je le porte depuis des années. C'est hommage à ça. Parce que, oui, on est tous fans. Pourquoi? Parce que dès le départ, je vois un jeune homme avec une culotte, des tongs aux pieds, une chemise et un chapeau qui ne lui appartient pas. Le chapeau appartient à Chance. Et il se place au bord de l'eau, il regarde l'horizon et il est enfant de la rue, il dort dans une réserve de poubelle et il dit « Moi, je serai le roi du monde ». Et je me retrouvais presque dans cette situation. J'avais plus rien, le bailleur, je lui devais 4 mois de loyer, ça n'allait pas. Et je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Si c'est le tourisme que j'ai décidé de faire, je veux faire ça, il faut que je me professionnalise. Donc maintenant, j'enchaîne tout le parcours que je t'ai dit tout à l'heure. Je me dis, je ne peux pas faire ça comme ça, il faut que je sois professionnel, il faut que j'ai des papiers, il faut que donc je suis. Et la nature faisant, ça me fait rencontrer des gens, Madame Bomba, machin, je sors de là. Et après près de plus d'une dizaine d'années, avoir formé ceci, avoir fait cela, avoir créé des groupes de randonnée, monter des projets que les gens ne croyaient pas. Dans le début de l'année 2010, quand je parlais de randonnée, j'avais un projet qu'on appelait Yaoundé. Yaoundé, la ville aux 7 collines, avec des randonnées. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, il y a plus de 10 groupes de randonnée sur Yaoundé et tout. Après toutes ces années, je me dis, il va falloir que je laisse quelque chose. Je ne suis pas vieux, je pense de mourir, mais il fallait que je transmette autrement parce que j'ai reçu gratuitement. Ça, il faut que je le dise, comme je te racontais l'histoire. Moi, j'ai reçu. Alors, je commence à m'entourer de jeunes guides, des jeunes personnes qui sont approchées de moi, qui m'ont dit, grand frère, on aime ce que tu fais et tout. Je me suis dit, ok, vous voulez faire ça? Oui. Retoucher les manches, c'est pas facile, venez. On va essayer. D'où je monte Jabama. Parce qu'au début, la page s'appelait Aka, chapeau de paille. Abdul Karim, le mot chapeau de paille. Je me suis dit, j'ai compris la quête de l'homme au chapeau de paille. Ce n'est pas la One Piece qu'on cherche, c'est faux. Ce n'est pas la cité d'or qu'on cherche, c'est faux. La quête que Gold Roger, on se comprend. Gold Roger, le roi des pirates, c'est la liberté. Ce sentiment de liberté infinie. C'est pas l'argent, c'est pas une pièce, un truc, non. C'est allez-y, cherchez, ne vous arrêtez pas. C'est pas, il n'y a rien à trouver au bout. Le bout, c'est l'aventure. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et dans l'aventure, c'est les gens que tu rencontres. Et Dieu seul sait qu'on rencontre des gens dans le tourisme. Parce que chaque jour, on change de ville, on change de trucs, on rencontre tellement de monde. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien que je me suis dit, ok, je fais un équipage et on continue l'aventure ensemble. Comme Luffy. Comme Luffy a fait. Alors je commence à prendre tel, je mets dans mon équipe. Et dans mon équipe, nous sommes nombreux. Dans mon équipe, nous sommes des rêveurs, des passionnés. Dans mon équipe, j'ai Bruno Kinfak qui a Grim Tour sur Facebook. Vous pouvez chercher un passionné, il est sur Tchang. Il gère l'Ouest, c'est lui qui gère la plupart de mes circuits à l'Ouest. Dans mon équipe, j'ai Tourismo, Serge Colta qui gère la page Tourismo. Oui, c'est un membre de mon équipe. Comme je lui dis souvent, il le sait, je l'apprécie beaucoup. C'est le premier jeune qui a compris le tourisme. Je suis doyen, mais il a compris l'industrie du tourisme et comment ça marche. Et il me l'a expliqué à un moment donné. Ah bon? Oui. C'est pour ça que dans l'équipe, il faut ça. Il faut accepter que quelqu'un vient, il te trouve dans ton domaine et qu'il t'apprenne quelque chose. Et Serge m'a fait comprendre que au-delà de la passion, ça peut être du business. Ça, c'est Serge Colta qui m'a fait comprendre ça. Bruno Kinfa, comme je dis, c'est un passionné. C'est le pirate, on s'appelle pirate. C'est le gars qui a tout laissé tomber pour le tourisme. Pour l'aventure. Oui, et chaque fois que je l'appelle, et on s'est fait des folies. Alors, gars, tu es où? Je suis à l'ouest. Gars, allons faire le Mont Manengouba. On n'a pas de programme, on n'a rien à foutre. On se reprend, on va pas monter la colline, on dort en haut, on se raconte les histoires. Le lendemain, on descend, on rentre. Et tu nous demandes pourquoi on a fait, on va pas te dire pourquoi on a fait, tu vois. Lui, c'est ça l'histoire que j'ai avec lui. En fait. Oui, c'est ça l'histoire que j'ai avec lui. Dans mon équipe, tu as Thomas Kémé, qui est à Souza.
Ah, je l'appelle le pharaon. Dans mon équipe, tu as Samuel Mateke. Dans mon équipe, tu as Kevin. Dans mon équipe, tu as Bash, mon petit frère. Dans mon équipe, tu as aujourd'hui Marius, qui sont les gens que j'ai pris dans mon bateau. Olivier, Marius. Aujourd'hui, tu as Yves et Somba, qui sont des jeunes qui ont donné un nouveau souffle à mon bateau parce qu'on se souffle un peu. Donc, tu vois, j'ai monté cette équipe et je me suis dit, je ne peux plus m'appeler Aka Chapeau de Paille, ça n'a plus de sens. Moi, je fais ce que j'avais à faire. Après près de 20 ans, 18 ans à courir partout, moi, je fais ce que j'avais à faire. Maintenant, il faut qu'on constitue une équipe qui va pouvoir continuer avec ça. Et on est en train de monter une équipe forte, très très forte, que j'apprécie énormément parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés entre mes mains, mais beaucoup n'ont pas compris. Pas qu'ils n'ont pas compris, certains n'ont pas cru au projet, c'était trop long. L'équipe qu'on a actuellement, je crois que c'est, comme je le dis tout le temps, je sais qu'aujourd'hui, je peux m'arrêter, je peux me reposer. Tranquille, ils vont gérer, ils vont amener le bateau là où on veut que ça aille. Ok, mais moi j'aimerais revenir sur un aspect. C'est vrai que tu as dit, je voudrais que tu ailles plus en profondeur sur parce que quand on t'entend parler, on se dit c'est un monde c'est la quête de la liberté, si tu as envie de liberté, de voyager, tout ça. Mais tu n'es pas bien rentré dans le côté obscur de la chose. C'est-à-dire, quelles sont les difficultés, si quelqu'un veut vraiment se lancer dans ça, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre en termes de combat, en termes de difficultés, en termes d'obstacles? Monsieur Simo dit souvent, Monsieur Simo, le président du syndicat des touristes, dit souvent que si tu viens dans le tourisme pour chercher l'argent, il ne faut pas venir. Au Cameroun, il n'y a pas l'argent dans le tourisme. Ah bon? Il n'y a pas. Il n'y a pas l'argent comme les gens pensent. Il faut avoir beaucoup de passion. Il y a des circuits, je ne te mens pas, j'arrive, je fais le circuit, j'appelle ma femme pour qu'elle m'envoie l'argent et pour qu'on rentre. C'est que ça n'a pas donné. Tu vois, ne venez pas pour être riche. Avec la passion, avec le temps, ça veut. Imagine-toi en 2010. Imagine en 2010, tu dis aux gens, venez, on va au Momandangouba. Payer 100 000 francs par personne. Qui va te donner 100 000 pour monter au Momandangouba? Va là-bas avec tes choses de blanc. C'est comme ça qu'on nous disait. Va là-bas avec tes choses de blanc. Tu vois, la désillusion. Mais moi, j'ai eu les bailleurs qui ont mis mes affaires dehors. Parce que tu fais 6 mois, tu n'as pas payé. Oui, tu n'as pas payé parce que ça ne donne pas. Pendant une période, tu as de juin en août, c'est la période qu'on appelle la période des benguistes sont là. Il y a 2 options qui vont te prendre. Amène-moi, je vais visiter tant, j'ai vu ton statut, tant, mais quand ils partent. De août en juin prochain, tu fais quoi? Tu te retrouves à appeler tes camarades de classe faire les chantiers. J'ai fait les chantiers, j'ai cassé le mur, j'ai installé l'électricité dans les chantiers des gens. Pour payer ma facture, pour me nourrir, c'est difficile. Et l'autre côté, et c'est là où on a gagné avec beaucoup d'amis qui ont participé, comme je te dis, avec le feu Eugène et Bongo. Il faut vraiment lui tirer un chapeau. C'était vulgariser le tourisme. Oui, ça. Et éduquer les gens à la culture du tourisme. Mettre dans la tête des gens que le tourisme, c'est une industrie et c'est un business. C'est un business qui n'a pas encore pris. Mais quand les gens vont être éduqués, quand les gens vont comprendre que c'est un business et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, parce que c'est aussi à nous les acteurs de réussir à rendre attrayant la chose pour que les gens adhèrent au concept. Maintenant, les difficultés, il y en a tellement. Vous allez louer. Mais je parle des plus importantes en fait. Vous allez louer. Il fallait donner un top 3. Les prestations, les prestataires avec lesquels on travaille. Si vous n'avez pas votre propre bus, tu as vu ce matin? Voilà. On loue un bus dans une agence. Nous sommes le 2 mai. Hier, c'était le 1er. Le chauffeur, il est sourd. À 9h, il n'est pas là. Le départ, c'était 6h30. Oui, à 9h, on a entendu. Voilà, il fallait aller chercher un autre chauffeur qui n'est pas sourd pour venir conduire. C'est-à-dire le bus, le sérieux des agences de voyage, ça dépend, ça marque sur toi. On appelle une restauratrice à qui on remet l'argent, on dit on va venir manger à 13h, on mange à 16h. Si les clients ne sont pas compréhensifs, tu es dans la ça va être compliqué. Tu vois, tu payes une chambre d'hôtel
Tu arrives, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Ouais. Et pourtant, le jour que tu es venu faire le repérage, il y avait le courant, il y avait l'eau. Mais le jour que les participants viennent, et on te montre les plus belles chambres. On te montre 5 chambres là, rapides, c'est belle. Tu te dis, ok, c'est comme ça, toutes les chambres. Mais le jour que les clients arrivent, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, tu as payé. Et les hôteliers demandent toujours d'envoyer l'argent en avance pour bloquer le week-end. Tu envoies l'argent en avance, tu arrives, il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau. Tu fais quoi? Il va falloir qu'on comprenne que le tourisme est transversal, comme l'autre disait. C'est plusieurs acteurs et que chaque acteur doit être professionnel dans son domaine. Malheureusement, comme je dis, il y a l'éducation qu'il faut faire à toute la chaîne. Toute la chaîne. Donc, ça, c'est les grosses difficultés. Hormis du fait que aujourd'hui, on ne paye pas la prestation touristique à la hauteur des choses. D'abord, on fait des randonnées à 4000 où on offre du bouillon, de la console, l'eau, l'animation, machin. Et on se demande comment tu vas pour t'en sortir. Non, on fait beaucoup plus de la promotion à travers nos activités. On fait des voyages à petit prix. On promeut l'activité en se disant que dans un avenir proche, les gens comprendront et les gens pourront participer à la hauteur du montant idéal. Ok. Mais il y a un aspect, j'aimerais qu'on aborde ça, sur lequel tu n'as pas tu as un peu glissé dedans, mais après tu es ressorti rapidement, c'est ta vie personnelle. L'impact que, bon, tu aimes l'aventure, tu es un voyageur et tout, mais personnellement, c'est-à-dire avec ta famille, bon, aujourd'hui tu es marié, tu as des enfants, mais quel est l'impact? Est-ce que eux, ils ont compris ou bien c'est que ça a pris du temps ou bien alors ils n'ont jamais accepté? Tu as seulement dit encore on y va. Je suis passionné. Je suis un passionné et les passionnés sauront ce que je vais dire là. Le problème, les passionnés, c'est qu'ils sont passionnés. C'est ça le problème avec les passionnés. C'est que je crois que j'ai dû dire à ma femme très tôt. Et je répète ça tout le temps. Si tu veux me tuer, enferme-moi. Et même mes amis, ma famille, mes frères savent. Si tu veux me... Je crois que je suis comme une fleur qu'il faut mettre au soleil. Si tu me mets dedans, je vais faner. Donc, ma femme sait que ça, comme elle me dit souvent, sa première coupe, c'est mon travail, c'est mon voyage. Parce que pour rien, je peux me lever, je dis aujourd'hui, je m'en vais à Yoko. On va parler d'un lac bleu à Yoko. Je vais voir le lac bleu de Yoko. On va parler du Mont Fuji. À tout moment, je peux partir. Ça a une répercussion sur le temps que tu peux passer avec tes enfants, avec ta femme. Naturellement. Et tout. Mais c'est le défaut du passionné. C'est que le passionné est égoïste. Peut-être inconsciemment. Aujourd'hui, on prend du recul, on se dit, ce week-end, j'aurais pu rester à la maison avec les enfants. Qu'est-ce que j'allais faire à Bayomain en fait, avec ces nouveaux lacs bleus et tout. J'aurais pu aller peut-être en semaine et le week-end passer le temps avec les enfants et tout. Mais, et ça, c'est ce que tu te dis, mais dès qu'on va te parler d'une nouvelle chute quelque part, tu as pris ton sac, tu es parti. Le doigt et mon sac est déjà fait. Donc, le matin, quand je prends le sac et le dos, les enfants disent bye, tu reviens quand? Bye, tu reviens quand? On est égoïste. Le passionné est égoïste. Que ce soit le passionné en informatique, en quoi, quel que soit le passionné, quand tu es passionné, tu es égoïste parce que inconsciemment, tu fais ce que tu veux. Ta liberté te prive, te rend un peu isolé des gens qui sont autour de toi. Il faut que ces gens comprennent que papa ne pourra pas être là tout le temps parce que c'est ça son truc. Tu vois, c'est ça son truc. C'est difficile. Surtout la compagne qui doit comprendre que tu es tout le temps parti. Comme j'ai une belle-mère qui est très intéressante, elle dit souvent tu l'as trouvé comme ça. Continue seulement. Ce qu'il faisait, tu l'as accepté comme ça. Ne viens pas aujourd'hui te plaindre qu'il n'est jamais là. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Et je pense que nos femmes savent dans quoi ils s'engagent, mais nos enfants, est-ce qu'ils sont prêts? Je ne sais pas. Mais je le dis, ça a l'air triste, mais est-ce que je vais m'arrêter? C'est aussi ça le drame dans l'affaire. Je vais te dire non. Parce que c'est pas honnête, ce serait pas malhonnête de le dire, nous sommes égoïstes. Dans l'affaire. Oui. Oui, c'est vrai que... Le passionné est égoïste. Quand quelqu'un est passionné par son travail, il n'a pas, la famille passe en second. Quand un entrepreneur se lance dans un nouveau projet et qu'il se passionne de ce projet, construire un nouvel immeuble, une nouvelle entreprise,
la famille va en en partie, ça c'est sûr. Ok. Bon, revenons un peu sur le domaine. Hein. Mhm. C'est vrai que moi, par exemple, je vais te raconter ce qui m'a fait vraiment prendre conscience de cette affaire. C'est que je m'étais retrouvé à l'extérieur du pays. Mhm. Et puis, j'étais retrouvé avec des touristes de tout horizon. Parce que nous, on sait que quand on veut faire le tourisme, on a déjà parlé de ça, mais je rappelle quand même pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Je me suis retrouvé dans un voyage touristique. On se retrouvait avec des touristes de plusieurs horizons. Alors, on s'est dit, on était en train d'échanger. Je dis tout et de rien. Alors, il y a des touristes, je crois, ils n'étaient pas camerounais, c'était des Européens. Ils ont commencé à parler, puisqu'on était une bande de 3 ou 4 Camerounais, ils ont commencé à nous interpeller sur le Cameroun. Tu connais les lacs jumeaux? Moi, je suis allé là-bas l'année passée, c'était bien et tout. Tu connais tel endroit? Moi, j'étais complètement perdu. Je suis Camerounais, on me parle du Cameroun. J'étais complètement perdu. Et c'est là où j'avais décidé que bon, vraiment, quand je rentre là, avant de repartir à l'extérieur, il faut que j'ai fait un minimum de choses pour que ça ne puisse jamais plus arriver. Et quand j'ai fait ces trucs, je me suis rendu compte que les personnes qui s'intéressent au tourisme au Cameroun sont les étrangers. Ouais. Et donc moi, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que la tendance a évolué vers autre chose ou bien ça reste ça, malgré vos efforts, malgré les efforts que vous faites? Non, ça a changé. Depuis des années 2000. Et je pense qu'en 2005-2006, si je ne me trompe pas, 2004, la première fois que le Cameroun devient une destination touristique, c'est sous le ministre Baba Mado. 1 million de touristes étrangers ramenés au Cameroun. On n'a plus jamais atteint ça, ce seuil-là. Bon, Covid faisant, Boko Haram, la guerre aussi n'a pas aidé. Mais c'est pour te dire qu'à l'époque, on avait beaucoup de touristes étrangers qui venaient. Oui. Mais Covid faisant aussi, la Covid a été... Ailleurs, j'ai vu, on a dit que la Covid était un frein pour le tourisme mondial, mais la Covid, moi qui suis dans le terrain, je veux dire la Covid a été un boom pour le tourisme interne au Cameroun. Parce que nos dirigeants, nos boss, les gens qui ont l'argent, qui allaient tout le temps à l'étranger en vacances, sont retrouvés avec les frontières fermées. Et là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On veut que tu nous organises le circuit. On a vu les lacs jumeaux, on a vu les chutes de Komkam, c'est où tu peux nous amener. La Covid a fait que les Camerounais se sont intéressés. Et j'ai vu des influenceurs qui passaient le temps à se filmer à Dubaï, à Paris et autres, sont filmés au Cameroun, ils ont monté Kribi, ils ont monté truc. Et ils ont joué un très grand rôle aussi parce qu'ils ont ramené, les Camerounais se sont dit, parce qu'ils ont des gens qui les suivent. Oui, bien sûr. On n'est pas très suivis. Parce voilà, que moi, je ne sais pas communiquer. Moi, je ne sais pas communiquer. J'ai l'une des plus vieilles pages sur les... J'ai même passé on a discuté. Voilà. Moi, je ne sais pas communiquer. Il y a les jeunes là, ils ouvrent sa page de tourisme. En 3 mois, il a 1 million de followers. Je ne sais pas comment ils font. Et moi, j'arrive pas à faire ça. Pour te dire que les influenceurs se sont intéressés à la chose. Ils ont commencé à filmer au Cameroun. Ça a fait un bon pas possible. Ça fait un bon pas possible. Aujourd'hui, les Camerounais consomment le tourisme, je peux dire, le tourisme interne a pris. Et c'était ça le combat du ministère du Tourisme. Il y a un nouveau SG là-bas, comme c'est tout qu'on appelle M. Njoro. Et je pense qu'il est jeune. Hein, et je pense qu'il a amené quelque chose de jeune aussi dans le tourisme parce que nous, dans le domaine du tourisme, on n'avait jamais été reçu par une autorité au ministère du Tourisme. Quand le SG me reçoit pour la première fois, il me parle de ma page, il me parle de mes voyages. Il me dit, tu as publié la photo de moi avec le dos sur la chute. C'était très bien parce que ça fait... Il a détaillé ma page et il me racontait. Et je me suis dit, ces gens-là nous suivent. Oui. Ces gens-là nous suivent. Ah bon, donc on me connaît. Je suis ressorti de là-bas en me disant, ah maintenant j'ai intérêt à faire bien. Et il m'a dit, l'objectif c'est le tourisme interne. On est 30 millions de Camerounais, il faut que ce soit 30 millions de potentiels clients. Ouais. Tu vois, et ça ne sert à rien de courir chercher 7 ou 8 expats et pourtant tu as 30 millions de personnes ici. Si tu réussis à vendre à ces 30 millions de personnes, aujourd'hui sur les randonnées sur Yaoundé, si tu as 20 personnes en randonnée, tu as peut-être 19 Camerounais ou 1 ou 2 expats. C'est plus... Pourtant la tendance était ailleurs. Quand on allait en randonnée, c'était plus d'étrangers qui savaient ce que c'est des randonnées que les Camerounais. Aujourd'hui, vraiment la tendance a basculé. Pour répondre à ta question, la tendance a basculé. Les Camerounais consomment, même si
les consommateurs du tourisme camerounais, pour le moment, sont d'une certaine classe, c'est une catégorie de personnes. C'est pas le bas peuple. C'est pas le bas peuple, c'est pas parce que parce que si tu dis à un gars de faire un week-end à 200 000, si sont censés être 3 mois ici, tous 5 ans, ils sont de 4 mois que tu demandes de mettre en un week-end. Donc aujourd'hui, c'est les jeunes entrepreneurs, c'est les cadres dans les grosses boîtes, dans les ONG qui ça consomme, oui, ça. Camerounais consomme. Est-ce que donc, sur cet élan-là, est-ce que tu recommanderais à un jeune passionné de véritablement se lancer aujourd'hui dans le domaine? Ou bien tu lui dirais de mettre un peu du frein? Je vais citer mon petit frère, Soufou. Il s'appelait Souf Ibrahim. Il dit, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pas de lui, mais il aime cette phrase-là. Pour dire, Covid faisant, je vais revenir à la Covid. La Covid m'a fait comprendre qu'il faut diversifier son business. Si tu es passionné de tourisme, si tu aimes le tourisme, crée un business à côté qui peut gérer ta famille, ton loyer et tout. Et si tu as assez, fais ta passion. Mais si tu veux te lancer dans l'industrie du tourisme uniquement au Cameroun pour le moment, fais-le par passion. Ne le fais pas parce que tu veux devenir riche comme tu vois. C'est pas ça. Il n'y a pas qui va te donner 1 million dans un circuit. Tu fais comment pour avoir 1 million dans un circuit? Pour avoir 10, pour avoir 50. Tu vas avoir combien de circuits? Tu as une randonnée qu'on paie 4 000 francs. Si tu donnes l'eau, 2 bouteilles d'eau à 15, ça fait 1 000 francs. Tu donnes un plat de bouillon, ça fait 1 000 francs. Sur 2 000, tu as une équipe peut-être de 3-4 personnes. Tu vas donner combien? 500 à chacun. Tu vas combien? 500 par randonneur. Si tu as 10 randonneurs, ça fait 7 000. Tu fais comment pour avoir 1 million? Nous, on s'est dit, nous qui sommes des passionnés de l'aventure, un peu comme toi, mais en tant que consommateurs, on s'est dit, mais attends, le gars, s'il nous fait souvent payer je me souviens, j'avais payé, c'était plus de 150 000 pour le Mont Cameroun, pour un week-end. Le week-end, peut-être à Bâti un goût dernièrement, je crois qu'on avait cotisé, c'était 50 ou 60 000, un truc comme ça. On a dit, mais quand même, ça aide quand même. Bon, regarde, je vois que le Mont Cameroun, c'est 115 000, n'est-ce pas? On prend le Moussango en VIP, n'est-ce pas? Yaoundé Boya, on est à 10 000 aller, 10 000 retours. Ça fait 20 000. Il va nous laisser en haut au Mountain Hotel. Oui, au Mountain. Ça dit qu'on va mettre une petite rallonge, on prend 25 000. Parce qu'on le laisse en haut, il va venir nous chercher en haut. Oui. La chambre au Mountain Hotel, qui est l'hôtel le plus luxueux du truc, tu as vu les qualités de chambre, c'est 45 000 francs la chambre. Oh. Plus 20 000, ça fait combien? 65 000. Déjà, c'est dans le transport. Voilà. Tu as un repas. Quand tu arrives au Mountain Hotel, le repas c'est 12 000. Ça fait combien? Ça fait on est à 72 000. Tu as un t-shirt qui est à 5 000, floqué. À 5 000, on est à combien? On est à 77. Maintenant, tu vas prendre un guide, un porteur pour ton sac. Les frais d'accès au Mont Cameroun pour les locaux, c'est combien? C'est à toi de me dire. Voilà, tu es dans les 25 000. Tu vas dormir au Fakolouche, en haut. Tu payes l'hébergement. Tu payes l'hébergement. C'est 15 000. C'est 25 000 avec le repas. Oui, avec le repas comme ça. Voilà. Tu payes ton porteur. Oui. Tu redescends et il y a encore comme frais. Tu sais, quand je publie... Et puis bon, il y a les médecins que tu prends souvent. Voilà. Tu as une équipe. Tu as toute une équipe de personnes qui t'accompagnent, les kinés, tout ça. Les kinés et tous les docteurs qui t'accompagnent. Quand je publie mon flyers pour le Mont Cameroun, les guides de Boya m'appellent pour me menacer. Que nous, ici, à Boya, on fait à 100 000. Pourquoi tu viens de Yaoundé, tu fais à 115 000? Et nous, on ne loge pas. Toi, tu loges au Mountain Hotel. Oui. Donc, tu ne veux pas te dire quelque chose, que tu veux te dire comment il fait. Ceux qui savent, vous te demander comment il fait pour nous amener au Mountain. Et regarde toute la concurrence. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont 210 000, 216 000, 240 000. Je suis à 115 000, 130 000 maxi. La question, c'est comment moi, je parle beaucoup plus du secteur. On a l'impression que... En fait, moi, je voulais que tu expliques. Parce qu'on a l'impression que vous faites beaucoup d'argent quand vous nous faites payer cher comme ça. Alors qu'on oublie que c'est une chaîne d'acteurs qui prennent tout cet argent sur le truc et qui sont assez exigeants. Parce que pour avoir été un peu dans une organisation avec toi, j'ai compris que, gars, ils te bouffent un argent terrible. Oui, le transport. Si tu prends un Quaster, aujourd'hui on est venu, tu prends un Quaster pour 2 jours.
si il te loue son quaster à, disons, la journée à 200 000, et c'est toi qui carbures, 2 jours ça fait 400 000, disons que tu carbures 100 000, ça fait 500 000. Posé. Oui, 500 000, le circuit était à 40 000, n'est-ce pas? Allons-y, donnons les chiffres. Il faut combien de clients pour avoir le bus? Si tu veux pouvoir, on dit bon, le client doit te revenir à. Le bus, c'est 30, c'est 30 places, c'est 40. 35 places. 35 places. Oui. Donc il te faut remplir le Il bus. faut 12 clients pour avoir 500 000. Oui. Ok, 12 clients, 500 000. Et le repas. Bon, il faut tout ça. On n'était pas 35. Voilà, en plus. Voilà, tu prends un bus parce qu'il n'y a pas de bus de 25 places, on était 25. Oui. Il faut prendre un 35 places. 35 places le plus déjà. petit bus, c'est 22 places. Mhm. Ok, tu veux prendre un 35 places. C'est-à-dire les places supplémentaires, tu prends sur toi. Et à les repas, on a pris la gendarmerie qui nous a accompagnés. Oui, j'ai vu la On a gendarmerie. pris les guides du village, on paye l'accès, on va manger et tout sur 40 000. Voilà. Et je rappelle à tout le monde que là, on n'est pas en ville, hein. On est après à Bafia, tout là, dans la région du centre. Sur un site qu'on est allé visiter. Le lac vert de Bayomen. Voilà, le lac vert de Bayomen, qui est très beau. Moi, je vous recommande vraiment. Je suis allé. Je ne voulais pas sortir du lac pour vous dire. Bon, on l'a tiré par les pieds pour qu'il sorte. Je voulais, les gars. Non, mais c'est pour te dire que c'est pas qu'on ne gagne pas. Mais ce que tu gagnes, est-ce que ça peut te faire créer un patrimoine, une richesse? C'est ça le problème. Ok. Si tu gagnes et qu'après il va falloir que tu manges, il faut que tu payes ta maison et que tu n'arrives pas. C'est ce que je dis, il faut diversifier. Crée un petit business à côté qui te fait ça pour toi. Comme l'autre a dit, investis dans ce que tu n'aimes pas et fais ce que tu aimes. Investis dans un business que tu n'aimes pas, qui te rapporte des sous, mais fais ce que tu aimes pour Je crois que ça, c'est une bonne phrase, ça. Oui. Investis C'est pas dans de ce moi. que tu Je crois n'aimes que pas, c'est. mais fais ce que tu aimes. Je crois que c'est Kiyosaki ou bien Steve Jobs, je sais pas qui a dit ça, mais il a dit ça. Il a dit si tu es passionné de quelque chose, fais-le, ça va te rapporter de l'argent. Mais il y a des business que tu n'aimes pas, mais qui rapportent énormément de sous. tu Mets ton investis argent là-bas. Oui. Tu attends. C'est la solution. C'est la solution. Surtout au Cameroun. Mais reste dans ta passion parce que je suis persuadé. Et aussi, c'est un grand frère qui m'encourage beaucoup, Monsieur Nana, de Tajidor, Biopharma. Oui. Il dit, petit, le tourisme va payer au Cameroun. Quand ce monsieur allait construire le Tajidor, les gens demandaient, il allait enterrer là pour faire quoi? Oui. Aujourd'hui, c'est l'élite de l'Afrique qui va au Tajidor. Oui. Voilà, tu vois. Là, sa clientèle, là, sa cible. Les gens quittent de partout pour venir au Tajidor. Les mariages, les cérémonies. Oui, la dernière fois, on a vu. C'était plein de mariages de fous. C'était fou. Et tu as vu les voitures qui étaient casées? Il y a pas de petites voitures. Car c'était la sorcellerie. Les gens qui viennent loger là-bas, c'est une catégorie. On s'est pris en photo sur les voitures. Voilà, avec les voitures déjà. Tu vois, c'est une catégorie de personnes qui consomment son tourisme et la chambre est à 210 000. Elle est toujours pleine. Il te dit c'est full. Le jour où on nous a dit c'est full, il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Tu vois, 210 000 la chambre, il a plus de 100 chambres. On a dit c'est full, il n'y a plus de chambre. Ouais, ça c'est. Laisse sa clientèle. Mais quand il commence ce projet, tout le monde se dit, et c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. Parfois on cause, même sur WhatsApp, il me laisse des petits messages, on ne cause pas. C'est pas mon ami, c'est un grand frère, je précise. Mais c'est des gens qui m'ont motivé. Et il m'avait dit, petit, n'abandonne pas ce que tu fais là. Ça va porter. Et je dis ça aux jeunes, si tu veux te lancer, ça va porter comme la Tanzanie, ça va porter comme le Kenya, ça va porter comme Zanzibar, ça va porter comme le Rwanda aujourd'hui. Mais il va falloir que, j'espère que ce que je vais dire ne va pas me porter préjudice, il va falloir que les pouvoirs publics s'impliquent un peu, tu vois. Le jour que les pouvoirs publics vont comprendre que les Français ne sont pas fous de mettre autant dans le tourisme, ni la Chine, ni les autres pays. Aujourd'hui, le PSG porte visite au Rwanda. Voilà. Tu imagines combien ça coûte? Non, ça coûte. Aujourd'hui, tout le monde va aller visiter le Rwanda. Tout le monde va aller visiter le Rwanda. C'est parce qu'ils font de la com. Et tout à l'heure, je parlais du tourisme qui est transversal. Le jour que nos dirigeants, je sais qu'ils savent, j'ai un de mes grands frères qui dit tu n'es pas plus intelligent, qu'ils ont fait des grosses études. Ils savent que le tourisme est transversal. Oui. Le jour qu'un touriste vient au Cameroun, il paye son visa de touriste. C'est-à-dire que le ngom apprend, comme on dit chez nous. Le ngom apprend. Par tous les moyens. Il arrive à l'aéroport. Il fait des petits achats et tout. Non, il va prendre une voiture pour aller dans son hôtel. Le transporteur prend. Il va aller dormir dans un hôtel. L'hôtelier prend. Il va manger.
Le restaurateur prend. Il va prendre un guide aussi pour l'accompagner. Nous, on va manger. On va aller dans les villages. Les groupes de danse vont animer. Il va faroter. Ils vont manger. L'artisan qui va faire le bracelet, ce souvenir, va manger. Le tourisme arrose sur tout son trajet. Comment on peut négliger un truc comme ça? C'est-à-dire quoi? Si tu as 1 million de touristes étrangers qui arrivent au Cameroun, qui dépensent 1000 euros. Chacun. Ça fait combien? Ça fait 1 million d'euros. Ça fait combien en CFA? 656 millions. C'est pas négligeable. Ah, ça, c'est pas. En un an surtout, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un SG, je crois que tu as donné son nom, qui a quand même une vision. Oui, mais est-ce que, d'après toi, quand tu vois ça, est-ce que les perspectives, je parle bien pour toi, pas pour ceux qui t'ont encouragé, toi qui es dans le domaine, qui est très engagé, est-ce que les perspectives sont bonnes? Beaucoup de gens accusent, je veux rebondir à la première question que tu as posée, beaucoup de gens accusent le ministère du Tourisme de ne rien faire. J'espère ne pas me tromper, mais je crois que le ministère du Tourisme, c'est le 3e ou le 2e plus petit budget du Cameroun. Oui. C'est l'un des plus petits budgets. Avec la culture et autres. Comment tu veux développer un secteur comme le tourisme avec un budget aussi bas? Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir que les pouvoirs publics s'asseyent. Parce qu'on dit, pour aller ici à côté, Bogo, il n'y a pas la route, les voitures s'en bouffent. Mais le ministère du Tourisme ne fait pas les routes. C'est clair. Regarde des mois l'air comme Cam. Je te dis. Les plus belles chutes avec Tarzan, avec toute l'histoire que ça, on a tourné Tarzan là-bas et tout. Toute l'histoire que ces chutes. Pour arriver là-bas, il faut un 4x4. Ouais. La route n'est pas bonne. On est allé avec le Quas, on a failli caler là-bas. S'il pleut, c'est grave là-bas. Et pourtant, c'est l'une des plus belles chutes d'Afrique. Il n'y a pas de route. Est-ce que le ministère du Tourisme fait les routes? Non. Il va falloir que, en communion, que le gouvernement dise peut-être, ministère des Travaux publics, chaque année, peut-être, arrange la route qui mène à 2 ou 3 sites touristiques et tout. Non, ça ne peut pas être que quand tu commences à reprocher, si je défends pas le ministère du Tourisme, mais c'est une réalité. Avec un budget pareil, non, c'est difficile. C'est difficile de développer. Mais je me te poser une question. À ton avis, il y a environ combien de sites touristiques au Cameroun? Il y a beaucoup. Tout peut être touristique au Cameroun. Enfin, je parle de ceux qui sont déjà quand même classés par le ministère. Les top phares, il y en a beaucoup. Chaque région a son site. Chaque région a ce qu'on appelle les sites phares. Il y a un document qui avait été recommandé de mettre sur pied, je ne sais pas s'il a vu le jour, pour mettre en lumière les sites phares du Cameroun. Je ne pense pas que le document a vu le jour, mais j'ai assisté quand même à la réunion du lancement de ce projet. Je ne sais pas à quel niveau on nous a pas rappelé, mais ce projet était très intéressant. C'est intéressant. Parce qu'au moins chacun a un catalogue et il sait quels sont les sites phares de la région du centre. S'il n'a pas visité, il sait. Il y a des jeunes qui font des... Il y a Vitomo, qui est dans le Mungo, qui a fait un livre qui met les sites phares de la région du Mungo. C'est un gars du Mungo, il est aussi très fort. Oui, j'ai vu ça. Vitomo. Oui, c'est aussi un gars de mon équipe, j'aime bien. Donc, c'est ça. Donc, moi, pour un peu conclure, on se retire à la fin, pour ne pas te retenir longtemps. Qu'est-ce que Djabama aujourd'hui, ton projet, ton bébé, qu'est-ce que ton avis, comme tu as dit, quel Djabama aujourd'hui et quelles sont les ambitions de Djabama? On est libre. Je vais te répondre à la fille. On est libre, on navigue, on vit les aventures. On sait que demain, le soleil va se lever, ça va être beau. Les objectifs, comme je dis, j'ai une équipe qui me comprend et qui sait que, en fait, je refuse d'avoir d'objectifs. Tu vois? Notre objectif, c'est le prochain pas. Quel est notre prochain pas? Quelle est la prochaine aventure? Quelle est la prochaine étape? On a fini Bayomen. C'est quoi la prochaine étape? Après, il y a le Mont Cameroun Angers. Après, c'est quoi la prochaine étape? Il y a le Kilimandjaro en août. C'est quoi la prochaine étape? Je crois qu'on va étape par étape. Chaque jour que le soleil se lève, on s'assoit, on dit c'est quoi la prochaine étape? Moi, personnellement, je pense que je suis content de vivre. Parce que moi, j'ai la chance d'être parmi les deux générations. L'ancienne génération du tourisme et la nouvelle, de voir le développement de ça. Et si j'ai une projection de tourisme, c'est de me dire que le Seigneur me laisse longue vie, que je vois les beaux jours du tourisme camerounais. Parce que je sais que le tourisme camerounais va avoir de très beaux jours. De très beaux jours. Il y a de très belles choses qui vont se faire avec et pour le tourisme camerounais. Parce qu'il y a une jeunesse qui est là, qui se lance dans cette affaire et eux, ils ont la rage. Ils ne sont pas patients comme nous.
Donc, ils vont faire assez de bruit, ils vont faire assez de tapage et ça va attirer le regard des autorités. Ils vont se dire, il y a un secteur qu'il va falloir, même comme, je ne vais pas aborder à cause de ça parce que quand on fait beaucoup de tapage, on commence à vous demander de payer les impôts et les taxes. Donc, peut-être vous voudrez bien qu'on reste silencieux. Il a dit, regarde pas beaucoup. Il a dit, regarde pas beaucoup. Oui, mais c'est mieux de faire le tapage. Mais on paye. Et que les gens payent beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de clients. Et puis, même si on fait payer les impôts et taxes, ça va vraiment. Si aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, si aujourd'hui, je prends un cas simple, si on a 1 million par mois, si le tourisme rapporte 1 million par mois, et que vous ne payez pas les taxes, et que demain ça rapporte 10 millions et qu'on vous demande de payer 1 million de taxes, je pense que le gain, ça vaut la chandelle quand même. Oui, ça vaut la chandelle. Donc, en tout cas, moi, pour être un passionné, vraiment, moi, je t'ai découvert, j'étais émerveillé de rencontrer un passionné. C'est pour ça que j'aime toujours, c'est quand je voyage avec toi, j'aime toujours m'asseoir avec toi, discuter et tout. On parle beaucoup, ouais. Donc, vraiment, merci encore, merci une fois de plus. C'est vrai que moi, à Anka, on aime les passionnés. Moi, c'est notre objectif de mettre en avant les passionnés et rencontrer un grand frère comme toi qui est passionné. Pour moi, tu es un modèle que je suis et qui me motive aussi à vraiment me donner à ma passion. Donc, merci encore à toi. Tu es l'une des sources d'inspiration de Anka. Parce que c'est en te voyant que je me suis dit, moi aussi, je peux faire quelque chose qui me passionne. Et puis, vraiment, merci encore une fois de plus. Pour conclure, je vais te dire, ton émission, quand tu m'envoies souvent les liens, je regarde et je vais te dire quelque chose, comme je t'ai dit, le monsieur Nana m'a dit, c'est très important. Pas de faire seulement les success stories. C'est très important ce que tu fais parce que là, tu me posais des questions, ce qui ne marche pas et tout. Je me dis, il faut aussi que les jeunes sachent que derrière parfois ces succès qu'on leur montre, il y a des difficultés. C'est pas toujours. Et fuir la facilité. Fuir la facilité, fuir tout ce qui est facile. Mon oncle me disait souvent, la seule chose que j'ai vue sur terre que Dieu a trouvé, c'est l'argent. Quand ça devient facile, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Fuir la facilité. Et je t'encourage à ne pas donc lâcher ton projet, puisque c'est un projet de passion. Je t'encourage à aller justement vers ces gens qui vont inspirer d'autres jeunes, parce que c'est ta démarche et c'est une très belle démarche, elle est louable. Je t'encourage aussi à essayer à ne pas abandonner. N'abandonne pas. Ça va être dur, peut-être les gens ne comprendront pas ton projet au début. Je t'ai dit que moi-même la famille n'a pas compris, mais ça va aller. Donc à tous ces jeunes-là, je dis, si vous êtes passionné, si vous avez un rêve, que rien ne vous éloigne de vos rêves. La difficulté, c'est la meilleure arme que vous aurez pour avancer. Quand la rue, on dit, quand c'est dur, on devient plus dur. Voilà. Quand c'est trop, on devient plus trop. C'est seulement comme ça qu'on avance. Ok. Bon. Moi, je n'ai plus rien à dire par rapport à ce qu'il a dit. Donc, merci une fois de plus d'avoir été sur Anka, quel que soit l'endroit où vous regardez. Nous vous disons bonne journée ou bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez. Et comme on dit toujours, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, comme il a dit, il est sur la chaîne, donc il suit. Si vous écrivez des commentaires, s'il n'arrive pas à lire, je les transmettrai. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez poser. Je vais lui transmettre. Si vous voulez même qu'il revienne encore une deuxième fois pour parler de quelque chose de particulier, parce qu'il va revenir, moi je vous annonce qu'il va revenir, pour nous parler de toute autre chose. Une particularité dans sa vie que j'aimerais qu'on aborde ensemble et qui va de mariage. Voilà, c'est de ça. Parce que lui, il a une particularité dans son mariage. Et je crois qu'on en discute tellement que je pense que ce serait intéressant pour vous aussi de savoir de quoi il s'agit. Et vraiment, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, rendez-vous à la prochaine, toujours avec Karim. Merci encore une fois de plus. Merci, voilà.